Ok. Beaucoup de choses à préparer. Ok. Bon, bon courage. Je vais faire un laboratoire ambulant dans une caravane que t'emmènes avec toi un peu partout. Une caravane. Ouais, investir là-dessus, c'est une bonne idée. On sait jamais, ça peut. Ouais, ça pourrait. Une sorte de truc cosmétique, fraîche, sur mesure. Ouais, pourquoi pas. La première chose. Faut juste voir, du point de vue sanitaire, hygiène, si ça passerait. Ouais, il doit y avoir moyen. Bon, on va peut-être pas trop tarder, en fait. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'est connecté. Le temps que je fasse la petite introduction, on aura peut-être du monde qui sera connecté. Du coup, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez tous bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans le petit chat en bas à gauche. Live streaming is on. Oula. Ouais, il y a un petit chat en bas à gauche, donc n'hésitez pas à me signaler si vous avez un problème. Du coup, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau Why Not Talk. Juste avant de commencer, je vous propose à tous de couper vos micros pour éviter qu'on ait trop de brouhaha et que le talk soit pas trop perturbé. Et vous pouvez bien sûr les réactiver à tout moment si vous voulez intervenir. L'idée, c'est pas que de faire du contenu descendant et bien sûr de prôner l'interaction, mais voilà, on va éviter que ce soit trop le bazar et comme ça, ce sera plus simple pour distribuer la parole. Du coup, je me présente rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Camille Doliger. Je suis responsable de l'incubation et du coworking à la Why Not Factory. Donc, la Why Not Factory, c'est l'incubateur du groupe IGS, qui est un regroupement de plein d'écoles. On existe depuis 2017 et on accompagne des entrepreneurs dans la création de leur entreprise à différents stades d'avancement. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Julien Giraud, en direct de Montréal. Bonsoir Julien, tu vas bien? Bonsoir Camille, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi d'être là. Et donc Julien, tu es sophrologue de formation, coach pour entrepreneurs et un peu le roi de la négo. Et en tout cas, l'expert attitré de Why Not sur les sujets de la négociation. Et donc, grâce à ton expérience, tu vas pouvoir nous donner quelques-uns de tes meilleurs tips pour nous aider un peu à lever toutes nos barrières psychologiques et devenir des super vendeurs. Écoute, je te laisse commencer, puis je reste là pour modérer si besoin. Ok, c'est bon. Fait que ce que je vous propose, en fait, on va commencer assez simplement. D'abord, pourquoi est-ce que je vais vous accompagner sur ce sujet-là aujourd'hui? Tout simplement parce que c'était un sujet qui a été très très longtemps compliqué pour moi et qu'en fait j'ai eu des belles prises de conscience et grâce à ces prises de conscience que je vais vous aider à faire ce soir, vous allez vous rendre compte en fait que la vente, que la négo, que le positionnement, c'est pas si compliqué que ça et surtout qu'il faut pas en avoir peur parce que ça peut être un vrai jeu sympa dans lequel on peut prendre du plaisir. Fait qu'on va essayer de faire ça ensemble. Ce soir le plus possible. Et ce que je vous propose, en fait, c'est tout simplement de commencer par prendre vos questions. Je vais répondre à vos questions et puis ensuite, je vais vous présenter les éléments que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis après, on refera encore des sessions de questions-réponses. Donc, Camille, je te laisse débloquer les micros, laisser les personnes, peut-être une par une, poser les questions vraiment qui les intéressent pour ce webinaire pour aujourd'hui. Et puis comme ça, moi, je les note et ensuite, je fais les réponses derrière. Ok, super. Écoute, je crois que chacun a pu verrouiller son micro manuellement. Donc, plutôt n'hésitez pas directement à poser vos questions. Et si jamais c'est trop le bazar, on pourra faire un système dans le chat. Mais pour l'instant, n'hésitez pas à intervenir. On a la chance de pas être trop nombreux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite pour que Julien puisse orienter ses réponses bien selon vos besoins derrière. Exact. Je vois que tu as Antonin qui a levé la main, si je ne dis pas de bêtises. Salut Antonin. Ah oui, effectivement, Antonin. N'hésite pas à brancher ton micro puis ta cam si tu as une question. Alors, si j'ai levé la main, c'était une erreur, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Sans problème.
Ok, pas de questions particulières, on attaque directement? Peut-être que tu peux un peu préciser les différents sujets sur lesquels tu peux intervenir et pour donner un peu l'axe et peut-être que les questions viendront un peu plus au fur et à mesure du coup. Ouais. Donc les axes sur lesquels on va s'intéresser en fait ce soir, ça va être comment vous allez communiquer avec votre prospect, comment vous allez aller le chercher, comment est-ce que vous pouvez plus facilement vendre, puis vendre au bon prix, aux bonnes personnes, d'avoir des clients qui sont satisfaits, comprendre un peu plus la psychologie du client, puis de manière générale la psychologie de l'être humain quand on parle de vente et de négociation, savoir ce que ça implique de faire de la négociation, savoir sur quoi négocier et pas négocier, et puis des petites astuces pour vous aider à gérer ce qu'on appelle les objections qui, la plupart du temps, nous font très peur et qui, en fait, peuvent être assez amusantes à gérer. Voilà, c'est les grandes lignes de ce que j'ai prévu avec vous ce soir. Donc, s'il y a des questions là-dessus ou d'autres, maintenant, vous pouvez les poser. S'il y en a en cours de route, n'hésitez pas, pareil, à pouvoir poser vos questions. Ça me fera plaisir de pouvoir y répondre autant que je puisse en fonction des connaissances que je pourrais vous partager ce soir. Super. La première chose que j'avais envie de vous partager, en fait, ça va juste être un petit partage assez simple. Je vais vous partager mon écran. Ça, c'est une règle qui est importante. Est-ce que Camille, tout le monde voit bien? Alors moi je vois bien. Si jamais vous voyez pas, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Mais pour ma part, tout va bien. C'est bon, Caroline dit yes. Ok, a super. priori, ouais, c'est bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à écrire en gros, à vous l'afficher. Faites un screenshot si vous voulez, vous l'imprimer, peu importe. Mais dans le cadre de votre développement entrepreneurial, d'activité, de ce que vous avez à vendre, que ce soit un produit ou un service, la première chose à faire, c'est vraiment pas tomber dans le piège de vous dire que tout le monde peut être votre client parce que ça n'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas être votre client. Vous pouvez partir du principe que votre offre ou votre activité, votre produit pourrait en fait être accessible à tout le monde et être utile pour tout le monde, mais en général, miser sur ce positionnement-là, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Et honnêtement, vous allez vous tirer une balle dans le pied si jamais vous faites pas le nécessaire en fait pour avoir un positionnement qui est clair, qui est précis et qui vous permet justement de pouvoir vous différencier sur le marché. Et ça, c'est valable aussi si vous créez une activité qui n'existe pas aujourd'hui, c'est-à-dire que vous offrez quelque chose de vraiment nouveau, de novateur. Même dans ce cas-là, il faut impérativement que vous ayez un positionnement qui est clair. Alors, comment on fait pour avoir un positionnement qui est clair? Faut vous poser les bonnes questions. Faut savoir avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous ne voulez pas travailler. Savoir aussi quel est le statut les statuts socio-économiques de vos clients. Parce que on s'entend que vous n'allez pas en fait porter le même discours à ce qu'on appelle un client cheap, donc quelqu'un qui paierait plutôt des trucs à prix bas, voire du discount, et ceux qui vont avoir beaucoup plus les moyens, vous n'allez pas du tout tenir le même discours. Donc, je sais que souvent, ce qui se passe dans le processus de vente, négociation, de commercialisation, ce qui freine beaucoup, c'est le discours qu'on doit tenir, c'est qu'est-ce qu'on doit amener, qu'est-ce qu'on doit présenter, de quoi on doit parler. Et en fait, ça, c'est un point qui est important. Si vous savez pas d'emblée, finalement, le type de client à qui vous allez vous adresser, ça va être super compliqué de parler de vos prix, ça va être super compliqué de pouvoir les convaincre, ça va être super compliqué de vous sentir légitime, en fait, dans la démarche. Donc vraiment, je sais pas à quel stade vous en êtes aujourd'hui, mais si c'est pas encore hyper clair dans votre tête, votre positionnement, avec qui vous voulez travailler, ce que vous voulez faire, combien est-ce que vous voulez charger par rapport à votre service ou votre produit, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut prendre le temps de réfléchir et se positionner. Tant que vous n'avez pas dépassé la peur de fermer trop de portes et que vous n'avez pas réussi à atteindre le niveau de certitude que maintenant vous savez exactement à qui vous parlez, c'est que votre travail il n'est pas encore assez clair. Vous n'êtes pas encore positionné de façon suffisamment précise. Et
je sais à quel point ça peut faire peur, hein. On se dit, bah ouais, mais je veux pas me fermer des portes, j'ai pas envie de me bloquer, je veux pas empêcher des clients de travailler avec moi. En fait, vous verrez qu'à un moment donné, votre client cible va devenir tellement précis et tellement clair que vous n'aurez même plus peur de fermer d'autres portes parce que ce sera tellement logique que vous allez dire, bah oui, en fait, c'est exactement avec cette personne-là que je veux travailler. Je veux que ce soit cette personne, eh bien, qui travaille avec moi. Est-ce que ça, déjà, ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez pencher votre micro ou le mettre dans le chat, peu importe. Je vous laisse juste me dire si déjà ça, au départ, ça vous paraît clair. Très clair. C'est vrai que ça manque un peu des fois de clarté pour moi. Ouais. Et j'ai l'impression souvent de travailler avec 3 clients différents, Ok. voire 4. Donc c'est assez difficile, je trouve, même si j'ai fait les personas, enfin tu m'avais donné à l'époque un outil pour le faire, Ouais, et tout à j'ai fait. travaillé dessus, mais des fois j'ai des personnes qui vont être intéressées par mes produits et ça va s'éloigner vraiment de l'image que je m'étais fait de base, on va dire du client cœur de cible, tu vois. Donc Ouais, tout à fait. après ça déstabilise un peu, on se dit ouais mais au final c'est qui mon client, enfin si d'un coup il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous mais qui faisait pas partie de ce qu'on s'était prédéfini à la base, comment le réajuster, tu vois? Ok, c'est une super question. Euh, Bah en fait, l'idée c'est que même si tu es hyper, tu sais, focus laser là, c'est hyper précis. Les personnes avec qui tu veux travailler, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres qui vont rentrer dans le processus et qui pourront être intéressés par ce que tu as à offrir. Donc, même s'il y a un profil différent de celui que t'attends qui vient acheter, de pas tout chambouler parce qu'il y a ce client-là. Là où il faudrait commencer à chambouler, c'est marrant, j'ai un profil, et puis je l'ai que très rarement. Par contre, j'ai un autre profil qui revient souvent auquel je m'attendais pas. Et dans ce cas-là, en fait, tu redéfinis ta cible et puis tu retravailles ton positionnement sur le marché parce que on prend une décision en amont de dire bah, je vais travailler avec tel type de personnes, ils ont tel problème, je veux le régler, je veux ceci, je veux cela. Donc ça c'est bien parce que ça nous donne un positionnement clair. Mais si au final les bénéfices dont on parle, les bienfaits qu'on apporte, le produit ou le service qu'on rend, bah s'il parle à quelqu'un d'autre, bah, dans ce cas-là ça vaut le coup, c'est d'ouvrir juste un peu plus les perspectives et de se dire bon, en fait j'ai plein de clients auxquels je m'attendais pas qui sont là aujourd'hui. Bah pourquoi est-ce que je m'intéresserai pas plus à eux et de voir effectivement si je change mon message, est-ce que ça me permet d'aller plus loin, est-ce que ça me permet d'être sur un marché qui est plus porteur ou pas. Je prends l'exemple des petits fidgets, c'est les petits trucs qui tournent là, qui ont été vendus un peu partout là dans le monde pendant plusieurs mois, ça a été une vraie folie. En fait, ce petit gadget-là, il a été inventé par une mère de famille qui, à la base, l'avait fait pour son enfant qui a des problèmes de concentration. Elle a essayé de le vendre à travers ce processus-là, puis ça n'a pas marché. Par contre, l'objet lui-même, il y a plein d'autres personnes qui se sont intéressées, donc plein d'autres profils. Mais comme elle n'a pas su s'adapter et pas écouter en fait ce qui s'est passé sur le marché, bah, c'est d'autres compagnies qui ont finalement récupéré le projet et puis qui ont réussi à faire fortune avec ça. Donc l'idée, c'est faites vraiment votre persona, définissez avec qui vous voulez travailler, et en fonction de ce qui se passe sur le terrain, bah, soit vous ajustez, soit vous allez complètement changer de direction, parce que bah, votre clientèle va arriver et vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, vous vous êtes trompé de cible dans votre réflexion, parce que quand on fait ce travail-là, bah, on le fait avant d'avoir mis quoi que ce soit sur le marché, et parce que c'est pas encore sur le marché, bah, du coup, on l'a pas vraiment testé, on sait pas trop ce qui se passe. Fait que, Laurence, je te dirais là, fais attention, change pas trop de cap, vois juste, est-ce que c'est récurrent que t'aies ce profil-là qui vienne, ou est-ce que c'est juste occasionnel et puis bah c'est juste un client auquel t'as pas pensé, mais qui peut être satisfait par les produits que tu vas vendre. Est-ce que ça te paraît clair ça? Très clair, merci. Merci Je beaucoup. t'en prie. Donc vraiment essayer de travailler là-dessus. Moi-même, j'ai mis du temps avant de comprendre l'importance de faire ça. Et pourtant, on se dirait, bah voilà, je suis psychothérapeute, je mets une plaque dehors, j'ouvre mon cabinet, et puis ça va fonctionner tout seul, parce qu'il y a de la demande. Bah oui et non, en fait.
parce que un positionnement trop général, que ce soit dans du service ou du produit, va faire que vous allez vous noyer complètement dans la masse et dans l'offre déjà existante. Et surtout, votre discours, il va pas être adapté. Je me souviens à l'époque quand j'avais mal défini ma cible, voire même pas spécialement défini ma cible. J'avais l'occasion de rencontrer du monde, j'avais l'occasion de démarcher, et puis auprès des entreprises et autres. Et à chaque fois, c'était « Ah bah c'est intéressant, ah bah oui, pourquoi pas, ah bah oui, je vais y réfléchir ». Et en fait, ça donnait rien du tout. Et en fait, la différence entre avant, où ma cible n'était pas claire, mon message n'était pas clair, mon positionnement n'était pas clair, et aujourd'hui, où c'est un positionnement qui est hyper restrictif, qui laisse passer d'autres personnes, mais qui est hyper clair, hyper précis, la grosse différence en fait qu'il y a entre les deux, c'est à l'époque beaucoup de rencontres, beaucoup de pertes de temps et très peu de ventes. Aujourd'hui, pas mal de rencontres, mais c'est que des qualifiés. Et à aujourd'hui, depuis plusieurs mois, c'est un sans faute en termes de vente. C'est-à-dire que toute personne qui m'appelle, elle va acheter. Fait que pour arriver à augmenter en fait votre taux de réussite, votre taux de conversion de vos prospects qui sont déjà qualifiés par le filtre que vous avez mis, plus votre discours qui va faire que vous allez vendre, pas systématiquement, parce qu'il y aura toujours des fois où c'est passé à travers le filtre et puis finalement c'est pas vraiment le bon client qu'il vous faut. Mais sinon, le reste du temps, vous n'avez aucune excuse, en fait, vous devez vendre. Il n'y a rien qui doit vous empêcher de vendre. Et là, après, c'est comment est-ce qu'on fait pour vendre. Et puis ça, c'est un autre problème, mais on va en parler. Donc, est-ce que déjà ça vous paraît clair? Est-ce que par rapport à votre situation personnelle, est-ce que vous avez le sentiment que ça répond à toutes vos questions, ou peut-être comme Lorraine, ou peu importe le domaine dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a des spécificités où ça vous paraît difficile peut-être de l'adapter? Et juste de me le dire, ça me fera plaisir de voir ça avec vous. Bon, ça doit être plutôt clair. Ça a l'air. À moins que les questions soient en train de se taper. Peut-être. Toi, Camille, est-ce que c'est clair pour toi qui vois ça de l'extérieur? Ouais, pour moi c'est clair. J'ai une petite question pour connaître tes conseils sur comment déterminer son prix et un prix acceptable par rapport à ses clients et adapté. Ok, c'est une super question. Tu as des petits conseils là-dessus? La première chose à se mettre en tête, c'est que le prix n'est jamais une excuse pour vendre ou pour pas vendre. C'est-à-dire que c'est jamais le problème. Le problème, c'est avoir un prix qui ne correspond pas à la cible, ou d'avoir un service qui ne correspond pas à la cible, ou d'avoir un prix qui ne correspond pas au service ou au produit et à la qualité qui est proposée. Fait qu'il faut plus rechercher une notion de cohérence plutôt que de se dire « Ah, je ne pourrais pas vendre ça à ce prix-là parce que c'est trop cher ». Non, en fait, c'est jamais trop cher. Okay. Et en fait, ce que j'explique souvent à mes clients, alors après, je travaille beaucoup avec des personnes qui développent une activité dans le domaine du service. J'en ai pas mal qui sont dans le domaine du produit physique à vendre, mais j'en ai en grande majorité qui sont dans le service. Et ce que je leur explique toujours, c'est que s'ils sont vraiment au départ, qui commencent à se mettre sur le marché, s'ils ont une personne qui leur dit « t'es trop cher », c'est qu'ils ne le sont pas assez. Fait que si jamais vous êtes en train d'essayer de vendre et qu'autour de vous, on vous dit « Ah, mais je trouve ça un peu cher. Ah non, je trouve ça trop cher. » Vous savez quoi? C'est que vous n'êtes pas assez cher. Donc, vous montez votre prix. Vous augmentez votre prix et en fait, il va y avoir un effet psychologique qui va se passer, c'est que plus le prix est élevé, plus on y voit de la valeur. Et si votre cible est très définie et que le problème que vous prenez en compte est très important pour votre cible, alors dans ce cas-là, le prix ne sera jamais un problème. Mais retenez bien ça, si on vous dit « t'es trop cher », vous reprenez vos prix, puis vous les augmentez. Ok. Mais en gros, ce que je comprends, c'est il faut quand même du coup que on peut augmenter, pas à l'infini, mais on peut vraiment augmenter le prix tant que la cible y voit vraiment de la valeur et qu'il y a une cohésion avec la communication, la manière dont c'est présenté. Ouais, vraiment. C'est ça. Ok. Ça marche. Sachant Merci. que tous les prix en fait ont ce qu'on appelle une élasticité. C'est-à-dire que en fonction du prix, on va faire plus ou moins de ventes,
Mais quand on cumule les deux, ça nous donne une courbe qui nous permet de savoir où est-ce que c'est le plus rentable pour nous. Est-ce qu'il vaut mieux que je vende à bas prix à 500 personnes ou est-ce qu'il vaut que je vende à moyen prix à 200 ou peut-être à un prix très élevé seulement à 50? Parce que ça va aussi conditionner le travail que ça va nous demander, le suivi qu'on va pouvoir faire de nos clients, la qualité du produit, du service qu'on va offrir. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment tester et puis voir au niveau de l'élasticité. Mais retenez juste vraiment que si on vous dit que c'est trop cher, c'est clairement que vous n'êtes pas assez cher. Clairement. Et juste une question. Oui, vas-y. Et puis après, Lorraine. Bonjour. Bonjour. C'était déjà arrivé avec un client, par exemple, qui me disent qu'en gros, ton prix était trop cher. Et toi, tu es revenu plus tard en lui proposant un prix plus cher. Mais comment tu as pu apporter un peu la proposition de valeur à ton client si son objection principale, c'était le prix au départ? Ok. Alors, les objections, on va en parler après, mais l'objection principale ne peut jamais être le prix. Jamais. Donc déjà, se mettre ça en tête, là, ça n'est jamais une objection valable. Après, quand j'ai un client ou une cliente qui me dit « bah non, c'est trop cher pour moi », bah à ce moment-là, je leur demande pourquoi c'est trop cher. Qu'est-ce qui fait que, d'après eux, c'est trop cher? Et puis, souvent, là, les gens vont commencer à argumenter, à expliquer que bah, soit ils n'ont pas les revenus, soit ça va être compliqué pour eux en ce moment, soit ceci, soit cela. Donc, si tu arrives en fait sur des problématiques comme celle-là, bah, derrière, tu peux proposer un aménagement du prix, tu peux proposer un étalement des paiements, tu peux proposer plein de choses. Si ensuite la personne te dit bah non, je suis vraiment intéressé, en vente, l'objection du prix, c'est un peu l'une des objections qu'on rencontre le plus souvent, je trouve. Bah, en vrai, si tu considères plus ça comme une objection, tu te rendras compte qu'en fait, il y en a plein d'autres qui sont derrière et qui sont beaucoup plus importantes que le prix en lui-même. Okay. Parce que de toute façon, si vraiment la personne n'a pas les moyens, bah dans ce cas-là, c'est vraiment pas ton client ou ta cliente. Et puis, bah, le mieux, c'est d'expliquer, et puis ça m'arrive parfois aussi, c'est de dire, bah, je comprends, mes tarifs sont trop élevés par rapport à ce que vous recherchez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas arrivé à ce besoin-là. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être d'aller voir d'abord la concurrence, de voir ce que les autres peuvent vous proposer. Puis si vraiment ça colle pas et que vous trouvez pas ce que vous voulez et qu'il y a que moi qui peux vous offrir ce service-là, bah, ça me fera plaisir de recommuniquer avec vous. Mais le but, c'est surtout pas de descendre son prix. En fait, le prix, on le descend jamais. Ce qu'on peut faire, par contre, alors ça dépend si tu es dans le service ou dans la vente de biens matériels, mais si tu es dans le service, bah en fait, si tu as bien établi ton offre, toi, tu peux te permettre d'enlever des services dans ce que tu proposes. Et dans ce cas-là, ça va être de dire à la personne, bah, ok, je comprends, bah, si ça c'est un petit peu cher, ce que je vous propose, c'est de prendre plutôt ce service-là. On va enlever celui-ci, 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 et voilà à quel prix ça va vous permettre d'accéder. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu sais ce qui se trouve dans la meilleure version, t'es rarement OK avec l'idée d'aller chercher une version plus basse. Fait que, de toute façon, la personne, si vraiment elle n'a pas les moyens, elle te le dira, et puis ça sera pas ta cliente et tu passeras à autre chose. Puis si c'est vraiment ta cliente ou ton client, puis que c'est juste, oh bah j'ai pas les moyens, mais c'est parce que j'ai envie de négocier, bah en fait, la personne va finir par payer le prix que tu as demandé, sinon elle aura pas le service qu'elle veut. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, en partie, ouais. En partie. C'est quoi l'autre partie qui n'est pas répondue? En gros, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais c'est vrai que c'est intéressant si tu as des techniques comme ça pour contrer l'objection du prix. Tout à l'heure, tu parlais d'étaler les paiements ou ce genre de choses, ou alors améliorer ta proposition de valeur. Parce qu'en fait, le prix est lié vraiment à la valeur. Oui, à la valeur qui est perçue par la personne. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que plus vous connaissez votre prospect et votre client idéal, plus ça va être facile. Parce que, en fait, avec une connaissance profonde du client, quand le client il arrive, tu le reconnais, tu sais que c'est ton client. Fait que tout ce que tu vas dire va être, c'est comme si tu allais lui raconter sa vie, c'est comme si tu allais lui expliquer les problèmes qu'il rencontre aujourd'hui et pourquoi tu es la meilleure personne placée pour pouvoir l'aider. Fait que de toute façon, la valeur va être perçue par le besoin de reconnaissance qui va être validé, par le besoin d'appartenance de dire waouh, ok, cette personne-là, elle sait exactement ce que je vis et on est pareil. Fait que tu vas jouer vraiment sur les aspects psychologiques du rapport avec cette personne-là, et en fait, ça va faire toute la différence.
Mais on va voir après une technique ultra simple pour gérer les objections. Et vraiment, l'objection de prix, là, c'est pas une objection. Ou alors, c'est une impossibilité de la personne. Et dans ce cas-là, c'est correct, on la force pas. Mais sinon, c'est jamais une objection. Ok. Ça marche? Ouais, merci. Ok. Lorraine, t'avais une question, je crois. Oui, encore. Moi, on m'a justement dit que je n'étais pas assez chère. Et quand on me l'a dit, c'est pas que je l'ai mal pris, mais ça m'a fait bizarre parce que c'était un événement, c'était un pop-up store en novembre. J'avais pris le parti de pas afficher mes prix, justement pour faire un peu pour voir un peu ce que les gens allaient me dire. Et il y a une personne qui m'a dit, moi, quand je lui ai dit, j'ai annoncé à l'époque, c'était 25 euros le kit. Et la personne m'a dit, c'est vraiment pas cher. Je dis, mais pourquoi, combien vous auriez été prêt à mettre, ou je sais pas. Et elle me dit, 50 euros. Donc je me dis, mais waouh, plus du double. Donc je me suis dit, soit il y a un gros décalage entre les prix que j'annonce et ce que les gens sont prêts à mettre. Je sais pas, c'est vrai que ça m'avait pas mal surpris. Donc j'ai essayé un peu de faire varier mes prix, mais étant donné que je travaille avec une communauté avec lesquelles j'ai fait quand même des tarifs préférentiels, donc je parle quand même de tarifs préférentiels pour pas que le client d'un coup il se retrouve avec le double qui arrive. Mais c'est vrai que de jauger ses prix, d'être dans le bon prix avec le bon client, voir aussi ce que les concurrents proposent pour être vraiment là où il faut. Surtout dans les cosmétiques, c'est assez particulier, étant donné qu'il y a un petit peu de tout. Pour moi, c'est un vrai challenge. Là, je suis en train de voir justement avec les personnes avec qui je travaille, comment on peut faire évoluer ces tarifs. Et je suis en train de tester en fait à certains clients des nouveaux tarifs pour voir ce qu'ils me disent. S'ils me disent non, en fait c'est trop cher, j'achète pas. Donc là, je suis en train de justement d'évaluer ça pour voir. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur on a peur de perdre une vente avec des fois avec un prix. Et en même temps, d'être trop bas, c'est pas bon non plus. Hein. Donc, il y a beaucoup de peur, je trouve, dans la question du prix pour la personne qui le met, qui le vend. Il y a pas mal de peur. Ouais, clairement. Après, alors effectivement, c'était une personne qui te dit, non, t'es pas assez cher, ou j'aurais bien voulu payer plus cher. Ça m'aurait pas dérangé, plus exactement, de payer plus cher pour ça. Ça t'indique effectivement, c'est un point de repère où tu te dis, tiens, ça vaudrait peut-être le coup que j'augmente mes prix. Alors après, est-ce que tu les passes à 29, 39, 49, ce que tu veux, mais ça vaut le coup d'aller tester. Après, l'autre chose, c'est de pas avoir peur de perdre une vente à cause du prix. Parce qu'en fait, une personne qui va être prête à mettre 25 ou 50, 75 ou 100 balles dans ce que tu as à vendre, et que, tu sais, on a le droit de se dire, bon, c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. On a le droit de se le dire. Mais si cette personne-là, elle est prête à mettre ce prix-là, ça veut dire qu'elle sera prête aussi à reprendre des produits auprès de toi par la suite. Ouais. Mais que si la personne, elle te dit, non, vous êtes trop cher, et puis que vraiment, elle te dit, non, j'ai pas les moyens, ou ça rentre pas dans mes critères, donc dans ce cas-là, c'est pas ton client, là. Tu sais, la personne qui va te dire, non, c'est trop cher, je mets jamais ça dans les cosmétiques, je vais pas vous acheter ça, etc. Bon, ok, salut, bye, bonne journée, vous êtes pas mon client. De toute façon, tu sais que même si tu venais à baisser tes prix, pour cette personne-là, il y a peu de chances qu'elle te rachète derrière. Fait que teste tes prix, pousse-les un peu plus, vois effectivement ce que ça donne. Après, tu as fait des prix préférentiels par rapport à ton lancement, par rapport à plein de choses. Tu peux continuer à maintenir des prix préférentiels pour tes nouveaux clients. Tu peux aussi dire juste les nouveaux clients, voilà, ça c'est les tarifs en vigueur. Les anciens, leur dire, on a eu l'habitude de fonctionner comme ça, je l'augmente juste un petit peu parce que mes tarifs ont augmenté, mais voilà, je vous maintiens un tarif préférentiel. Tu peux miser sur du tarif préférentiel par abonnement. C'est-à-dire que les personnes sont engagées à te prendre un minimum de produits dans l'année, et dans ce cas-là, ils ont un tarif préférentiel. Puis si c'est juste du one-shot une fois de temps en temps, voilà, c'est ce prix-là en fait. Et comme tu es quand même sur le principe, en tout cas à l'époque, tu étais quand même sur le principe de communauté par rapport à tes produits, ça peut être une stratégie qui peut être intéressante. Ok. C'est de voir en fait dans quelle mesure tu as envie, toi, tu te sens à l'aise, toi, de monter tes prix. Et puis, après, tant que tes clients sont contents, tu sais, ils vont pas s'inquiéter plus que ça si tu montes tes prix.
Bon, faut pas que tu les triples non plus du jour au lendemain. Ouais. Mais si tu montes un peu tes prix et que tu le fais progressivement et qu'en plus tu viens amener de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles choses, ça posera pas de problème là. Parce qu'en fait, je l'ai vu avec le confinement, vu que j'ai fait que des envois par la poste. Que le kit, forcément, les frais de poste, c'est 5 à 7 euros. Donc, les clients étaient prêts à aller jusqu'à 40 euros de kit, alors qu'à la base, j'étais à 25. Donc, je me disais, ça fait quand même plus du double. Ouais. Et les clients le payent sans vraiment regarder. Ils comprennent que, il y a les frais de poste et tout, mais ça passait tout seul. C'est là où je me suis posé la question. Je me suis dit, mais ça veut dire que mon kit, je peux sûrement l'augmenter dans ces tarifs-là, quoi. Si le client est prêt à... Donc voilà. Après, c'est ça, c'est essayer de tenir et puis tous essayer de vous tenir un tableau Excel sur pour ce prix-là, j'obtiens combien de clients en moyenne. Puis si j'augmente mon prix, combien de clients. Puis ce qui est assez drôle, c'est que souvent au départ, quand on commence à monter les prix, le nombre de clients augmente aussi. Et en fait, il arrive juste à un moment donné où quand on monte plus le prix, soit le nombre de clients stagne, soit il commence à diminuer. Mais là, c'est de faire le calcul et de savoir où est-ce que c'est le plus rentable pour nous. Ouais. Et puis dans ce cas-là, on a trouvé en fait le prix idéal pour justement pouvoir faire ce qu'on a à faire. Mais c'est pas à nous de définir si ça va être trop cher ou pas. Ouais. Ça va vraiment être ce qui va se passer sur le marché. Fait que si on vous dit que vous êtes trop cher, vous montez les prix. Si on vous dit que vous n'êtes pas assez cher, vous montez les prix et vous montez les prix jusqu'à ce que vous sentiez que ok, là ça marche plus, j'ai été trop loin au niveau des prix, fait que hop, je redescends un petit peu, et puis je trouve le point d'équilibre, et à partir de là, en fait, ça va très bien fonctionner. J'ai répondu à ta question, Lorraine? Oui, merci. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus, ou on continue? Pour moi, c'est bon. Ok, ça a l'air d'être beau. Parfait. Donc, l'autre chose que je voulais vous partager, c'est ce petit truc-là. Hop là. Et ça, même chose, faut que vous le gardiez en tête. Ok, votre technique de vente, là, ça représente que 20% de ce qui va définir votre capacité à vendre ou pas. Ce qui va faire la différence, c'est l'aspect psychologique. Hein, c'est vraiment 80% de psychologie, si c'est pas plus d'ailleurs. Et que quand on dit psychologie, c'est avant tout la vôtre. C'est est-ce que vous êtes confortable avec votre prix? Est-ce que vous connaissez bien votre produit? Est-ce que vous êtes capable de relier les informations entre elles, de créer soit un pitch avec une histoire, soit de relier à votre propre histoire, de connecter en fait les informations avec les problématiques de votre client. Et puis la technique, c'est juste dire, ok, il faut que je pense à dire ça, voilà comment on gère les objections, voilà à quel moment je vais présenter mon prix, voilà comment est-ce que j'accompagne mon client à signer le contrat ou à me donner sa carte bancaire ou de faire un chèque ou de payer en espèces, peu importe. Comment est-ce que je fais pour l'accompagner, pour aller jusque-là. Mais cette partie-là, en fait, c'est juste point 1, point 2, point 3, point 4. C'est ultra simple, c'est vraiment juste 20%. Le reste, c'est que de la psychologie. Et entre autres, c'est votre psychologie à vous, mais c'est aussi la psychologie du client. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce qu'on appelle le son casse. Le son casse, vous pouvez le trouver sur Internet. Je vais vous le marquer dans le chat pour vous montrer comment ça s'écrit. Le son casse, c'est SONCAS. Ça, c'est un outil de base de tout vendeur qui se respecte. C'est les grands profils psychologiques qu'on va avoir chez nos clients. En fait, ça va se décomposer en 6 lettres. On a sympathique, orgueilleux, nouveauté, confort, argent et sécurité. Donc sympathique, orgueilleux, nouveauté, confort, argent et sécurité. Ça, c'est les 6 profils types de clients. Et quand vous définissez à qui vous voulez vous adresser, ce qui est important de savoir, c'est ok, mon client, il est où? C'est quoi son profil? Est-ce que je vais travailler avec des gens qui sont plutôt sympathiques et qui vont attendre de moi que je sois sympathique? Est-ce que c'est des clients qui sont plutôt dans l'orgueil et qui ont besoin qu'on les brosse dans le sens du poil, qu'on les félicite, qu'on les reconnaisse, qu'on leur dise qu'ils sont géniaux? Est-ce que c'est des gens qui recherchent la nouveauté? Et dans ce cas-là, je vais faire en sorte d'avoir une offre qui répond aux besoins de nouveauté. Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin d'être dans le confort?
Est-ce qu'ils ont besoin que ça se passe facilement, rapidement, sans accroche, que ce soit facile d'utilisation, que ce soit simple? Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de la notion d'argent? Et donc là, c'est est-ce que ils vont s'arrêter à un prix seulement? Est-ce qu'ils vont être intéressés pour dire bah j'ai dépensé de l'argent et puis j'ai envie de le faire savoir? Est-ce qu'ils ont besoin de sécurité? Est-ce que c'est des gens qu'il va falloir rassurer de A à Z? Leur dire qu'ils vont être capables de pouvoir utiliser le produit ou le service, qui n'ont pas besoin de s'inquiéter parce que vous allez être là pour les accompagner, pour les aider, pour répondre à leurs questions. Est-ce que c'est des clients qui ont besoin de savoir que tous vos moyens de paiement sont sécurisés, que vous avez une garantie sur vos produits, sur vos services? C'est vraiment dans la définition de votre profil, à qui est-ce que vous allez vous adresser. Par exemple, moi, il est hors de question que je travaille avec des clients qui sont dans l'orgueil. J'ai horreur de ça. C'est des gens qui m'agacent, donc je ne travaillerai pas avec eux. Mais dans mon discours, puis dans ce que je présente et dans ma façon de faire, c'est sûr que j'aurai pas ces gens-là. Parce que mon discours ne va pas leur parler. Par contre, ceux que je vais avoir plus facilement, c'est des gens qui vont rechercher la sympathie, c'est des gens qui vont rechercher le confort, principalement ces deux points-là. Et de temps en temps, j'en ai qui vont rechercher un petit peu la sécurité. Mais ça on va dire que ça fait partie du processus aussi. Mais j'aurai pas de gens qui vont rechercher de l'orgueil, j'ai pas de gens qui vont rechercher de la nouveauté, puis j'ai pas de gens qui vont rechercher de l'argent. C'est que, à partir du moment où ça aussi c'est clair pour vous, ça va être plus facile de savoir ce que vous devez dire ou pas dire à votre client. Parce qu'imaginons, vous avez votre client type qui est, par exemple, dans la nouveauté. Votre client qui vient vous voir, il va avoir besoin d'entendre dans votre discours le terme de nouveau, le terme d'inédit, le terme de ça vient juste de sortir, c'est vraiment neuf, en fait ça n'a jamais été présenté sur le marché, c'est une nouvelle invention, c'est vraiment la notion de nouveauté. Et puis vous arrivez en disant bah de toute façon vous verrez, il y a une garantie là-dessus, puis tout le processus est sécurisé, puis je suis là pour vous accompagner. Et en fait votre prospect il s'en fout. Tout ce qu'il veut entendre, c'est le fait que ça va être de la nouveauté. Et c'est ça qui va l'allumer, c'est ça qui va lui donner envie de vouloir travailler avec vous. C'est que c'est vraiment important de connaître ça pour que vous puissiez, en fait, une fois que vous avez défini où est-ce que votre client se trouve potentiellement dans son casse, bah, qu'est-ce qu'il faut lui dire, puis comment est-ce qu'il faut l'aborder et de quoi il faut lui parler. Et ça, en termes de technique de vente, c'est un point qui est vraiment important et c'est souvent une erreur qui est faite, et puis moi-même je l'ai fait pendant longtemps. On a tendance à bassiner nos prospects avec tout ce qu'on a à leur raconter. Faut comprendre un truc, c'est qu'on ne vend pas un manuel d'utilisateur, on vend un résultat à nos clients. Fait que leur dire que c'est fait comme ça fonctionne comme ça, l'utilisation c'est pour ça, et puis ça peut régler telle et telle chose, et puis voilà comment on marche, et puis voilà depuis quand on est créé, et puis en fait, votre client, il s'en fout. Du moins au départ. Après, s'il a envie d'en apprendre plus sur vous, bah, ça lui fera plaisir d'avoir ces informations-là. Mais au départ, il s'en fout. Je suis sûr que dans tout le groupe qu'on est aujourd'hui, là, et puis vous pourrez demander à n'importe qui, vous avez jamais acheté quoi que ce soit parce que vous avez lu le manuel d'utilisateur avant. Jamais. Et je vous dirais même que pour la plupart d'entre nous, le manuel d'utilisateur, vous ne l'avez jamais sorti du carton. Donc ça, c'est vraiment, toutes ces informations-là, en fait, elles servent à rien. Il faut juste donner ce qu'il faut, juste ce qu'il faut au prospect pour qu'il devienne client. Si vous donnez trop d'infos, vous le perdez. Si vous lui donnez des infos qui sont pas pertinentes pour lui ou pour elle, vous perdez votre client. Donc ça, en termes de technique, c'est vraiment le truc ultra basique. Donnez juste les informations qu'il faut. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ça vous paraît clair et est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Ouais. C'est-à-dire que quand tu rencontres un prospect, tu vas directement le classer dans l'une des 6 cases dont tu viens de nous parler? On va essayer de le classer le plus rapidement possible. Et du coup, tu l'analyses de manière un peu psychologique pour savoir qu'est-ce qui l'intéresse et
Et comment tu t'y prends en fait? On va aller chercher effectivement qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui est important pour lui, pour qu'on puisse en fait tout simplement par son discours, par ce qu'il va nous donner, par ce qu'il va exprimer, en fait ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il est. Si tu vois quelqu'un qui est plutôt habillé confortablement, puis tu sais qui est plutôt cool, qui va tranquille, tu peux partir du principe que cette personne-là, elle va probablement rechercher du confort. C'est pas dit que ce soit exactement ça, mais tu prends le pari que ça va être cette notion-là. Donc tu vas aller la questionner pour savoir, ok, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Est-ce que vous avez déjà acheté un produit comme celui-là, un service comme celui-là? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? On va le questionner et c'est dans ses réponses qu'on va pouvoir savoir, ok, cette personne-là, elle est plutôt sympa. Cette personne-là, elle recherche la nouveauté. Cette personne-là, elle recherche du confort. Elle veut être rassurée. Et à partir de là, comme tu as déjà créé en fait tes blocs de discours en fonction du profil, tu sais ce que tu vas lui dire et puis tu sais ce que tu vas pas lui dire aussi. Ok. Ça te paraît clair, ça? Ouais, très clair. Ouais, ok. Merci. C'est que c'est vraiment ça, c'est de voir ça comme ça parce que c'est important dans le sens où si vous faites pas ça, ça va être très très difficile de pouvoir accrocher votre client assez vite. Et ce que j'aime dire, c'est que les prospects souffrent tous d'hyperactivité et de problèmes de l'attention. Tous. C'est que si on n'est pas capable de les accrocher tout de suite, au moindre truc qui va se passer autour, vous allez les perdre et vous n'allez pas réussir à les mener aussi loin que vous voudriez dans la conversation. Donc préparez votre son casse à l'avance, préparez aussi votre vision de vous-même dans le son casse. Où est-ce que vous vous mettez? Est-ce que pour vous, vous fonctionnez plutôt de façon sympathique? Est-ce que l'orgueil est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que la nouveauté est quelque chose d'important pour vous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est à vous de faire ce travail-là pour comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Parce que naturellement, dans votre posture, dans votre façon de parler, dans votre façon d'agir, en fait, vous allez vous adresser au même type de personnes qui rentrent dans les mêmes cases que vous dans le son casse. Si vous êtes quelqu'un de sympathique, il y a peu de chances que vous vendiez à quelqu'un d'orgueilleux. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais vous n'allez pas être à l'aise, ça va pas être confortable et ça va pas être fluide dans votre discours. Mais si vous vous adressez encore une fois aux personnes qui vous correspondent vraiment, là, en fait, ça devient super facile à vendre. Donc, essayez de voir dans quelle partie vous vous situez pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment est-ce que je fonctionne moi, et puis de l'appliquer en fait aux personnes avec qui vous allez communiquer. Donc ça, c'est la partie psychologie, la vôtre, mais aussi celle de votre client. Il y a un autre outil qui est super intéressant aussi, je vous le marque et puis je vais vous le montrer, c'est ce qu'on appelle le disque, qui est en fait les 4 couleurs de la communication. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir de quoi je vous parle. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 4 couleurs de la communication et vous êtes dans une de ces couleurs. Donc je vous laisse regarder et de voir de quel côté vous vous retrouvez en fait le plus. Est-ce que vous êtes plutôt le côté introverti, bleu-vert? Est-ce que vous êtes plutôt extraverti, rouge ou jaune? Et est-ce que vous êtes plutôt orienté tâche, action? Ou est-ce que vous êtes orienté plutôt relationnel? Et ce qui est important, c'est de voir que, en fonction de là où vous allez vous trouver, ça va être important aussi de définir le type de client à qui vous allez vous adresser. Parce que un jaune qui parle à un bleu, ça marche pas là. Ça fonctionne pas. Un rouge qui parle à un vert, ça marche pas non plus. Un bleu et un rouge qui se parlent, ça peut. Un jaune et un vert qui se parlent, ça peut. Un bleu et un vert aussi, un rouge et un jaune aussi, mais pas en croisé. Ça fonctionne pas du tout. Fait que, ne serait-ce qu'avec cet outil-là aussi, l'important, ça va être de se dire, alors dans mon son-cage, je suis comme ça, et dans mes couleurs, tiens, je serais peut-être plus jaune, ou je serais peut-être plus vert. Et automatiquement, on connecte plus facilement avec les personnes qui nous ressemblent.
Fait que si à l'avance vous avez défini votre profil client et vous dites, ok, bah moi je suis plutôt un S, donc un S sympathique, et puis tiens, je suis pas mal dans le vert. Bon, bah ça vaudrait le coup en fait de définir votre cible comme étant un vert principalement et qui va être plutôt sympathique dans son mode de fonctionnement. Ce qui fait qu'automatiquement, quand vous allez communiquer avec, quand vous allez aborder, bah ça va mieux fonctionner. Et en fait, pour vous aider, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager, je l'enverrai à Camille et puis Camille va vous le transmettre si c'est ok pour toi, Camille. Ouais, bien sûr. En fait, je vais vous partager ce document-là, qui est en fait un tableau que j'ai fait pour reprendre à la fois le son casse et à la fois les codes couleurs et vous dire en fait de ce qu'il faut que vous fassiez et ce qu'il faut que vous ne fassiez pas. Donc, est-ce que Camille, juste me dire si on arrive à lire ou si peut-être zoomer un tout petit peu. Non, je pense que ça allait bien. Voilà, c'est parfait. Okay, parfait. C'est que si on regarde en fait, on voit que on a 2 verts, donc il y a confort et sympathie pour le vert. Il y a orgueil et nouveauté pour le jaune, juste sécurité pour le bleu et rouge pour l'argent. Et une fois que vous savez où est-ce que vous êtes, bah vous savez que si vous êtes plutôt sympathique dans le son casse et que vous êtes dans le vert, bah vous allez vous intéresser à ces profils-là, confort et sympathie, pour vos clients. Si vous êtes plutôt dans le jaune et donc dans la nouveauté, alors vous allez vous intéresser à ces 2-là, parce que ces 2-là seront principalement vos clients. Si vous êtes plutôt dans le bleu, alors vous allez vous intéresser à la sécurité. Si vous êtes plutôt dans le rouge, vous allez vous intéresser vraiment à la notion d'argent. Et là, je vous ai mis en fait dans le tableau ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire dans votre discours. Donc là, est-ce qu'il y a un ou une parmi vous qui a envie de nous dire de quelle couleur il est ou elle est et quel est peut-être son profil, son casse a priori le plus dominant? Je vous laisse décider qui va nous partager ça. On peut être un mix de plusieurs trucs. Ouais, ça serait lesquels? Bah, je m'étais dit jaune, mais maintenant que je vois orgueil, ça me fait pas plaisir. Alors, on fait vraiment attention à cette notion d'orgueil. C'est pas forcément quelque chose de... Faut pas le voir comme quelque chose de mal. C'est simplement que la personne va avoir besoin d'être reconnue, puis elle va besoin d'être validée, puis qu'on lui dise que c'est une bonne idée, que c'est bien, que c'est un bon choix. Donc, c'est vraiment l'idée de faire des compliments. Ok. Donc, c'est correct. Hein. Si c'est dans ton profil puis que tu fonctionnes comme ça, c'est tout à fait correct. Ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, bah, ça va alors. Fait que tu serais plus jaune, orgueil, nouveauté, c'est ça? Ouais. Peut-être plus dans la nouveauté? J'ai pas encore tout lu. Je vais finir de lire, mais ouais. Après, quand je regardais le disque, je me sentais plus jaune. Plus jaune, ouais. J'étais entre jaune et vert. Okay. Après, c'est un outil qui permet de simplifier aussi. Fait qu'on peut avoir un petit peu des 2 aspects sans problème. Hein. C'est pas un souci. Mais après, c'est de voir en fait avec ce tableau-là, avec qui j'ai envie de travailler. Puis du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je lui dise ou que je lui dise pas. Okay. Donc si jamais il y a l'un d'entre vous qui a un exemple concret, par exemple nous dire qu'est-ce que vous vendez en termes de produits ou de services, et puis dire quel est votre profil, comme ça on peut juste donner un exemple de ce qu'il faudrait dire ou pas dire. Lancez-vous, parce que moi j'ai dit à tout le monde que j'étais orgueilleuse. Mais moi, du coup, c'était un peu comme Camille, quand j'ai vu les 4 couleurs, je dis, je suis clairement une jaune, ça c'est sûr. Et quand je vois le tableau, je fais, mais non, parce que moi, je suis vraiment en vert. Mais vraiment, même dans ma façon de parler à mes clients, c'est vraiment du vert. Ok. mais toi, tu es plus dans le jaune, dans ton naturel, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Après, c'est ça, c'est si toi, tu es confortable pour parler dans le vert alors que tu es jaune, je vais te dire, je n'ai pas de problème avec ça. Sachant que le jaune et le vert,
Mhm. Ils sont tous les deux dans le relationnel, ils sont en bas du disque. Fait qu'ils sont compatibles, hein, les deux. Par contre, si tu veux parler vert et que t'es rouge, là, ça va être compliqué. Non, ça va. Donc, C'est hyper c'est un intéressant problème. ce que tu as dit. Là, je viens vraiment d'apprendre un truc ce soir. Ça me donne envie de le faire à des amis ou familles, mon entourage, qu'en fait, tu peux pas croiser. Tu sais, dans le tableau précédent, il y a des profils qui ne se croisent pas. Genre quelqu'un de très rationnel, de très objectif scientifique, avec par exemple quelqu'un un peu comme moi, très enthousiaste, dynamique et tout, social, bah ça marche pas très bien, quoi. Enfin, dans la vente, je veux dire, dans le... Oui, après, dans le quotidien, ça peut fonctionner. Mais là, on parle vraiment de motivation à l'achat. Hein, donc, on n'est pas sur des profils hyper restrictifs. Hein, c'est juste OK, c'est juste la motivation pour l'achat. Fait que non, ça marche pas, là. C'est pas parce que tu vas être toute souriante, toute sympa, toute gentille, puis dynamique. Si t'as quelqu'un qui est plus dans les faits et qui s'intéresse juste aux chiffres, bon, pas. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Merci. Hein, vraiment. Ben, je t'en prie. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde, sachant que je vais vous l'envoyer ce document-là, hein, donc je vais arrêter le partage, mais est-ce que ça paraît clair à tout le monde, ces notions de son casse et de disque? Ouais, super clair. Enfin, pour ma part, en tout cas. Je sais pas pour les autres. Alors, laissez le temps de soit nous le marquer dans le chat, soit de débloquer le micro. Ouais, moi j'ai trouvé ça très très clair. Donc c'est Caroline, hein, parce que justement en fait ça confirme les pistes que j'avais par rapport à nos clients, dans le sens où justement on était en train de se dire au fur et à mesure qu'on attirait vraiment des gens comme nous. Et en fait grâce à ce tableau je vois effectivement que aussi les erreurs qu'il ne faut pas faire avec eux, effectivement. Et du coup, c'est pour ça que c'est très, très clair. Et effectivement, ça va aussi m'obliger à peut-être créer un genre de questions-réponses standard qu'il peut y avoir avec ce type de personnes. Parce que nous, on est majoritairement vert, du coup, avec un peu de jaune quand même. Mais parce que nous, notre solution, c'est une solution SaaS. Qui permet de créer des sites très simplement, e-commerce ou vitrine. Donc, on s'adresse vraiment aux entrepreneurs, commerçants qui veulent créer leur site rapidement et on s'occupe de toute la partie mise à jour technique. Donc, c'est aussi pour les personnes qui peuvent pas embaucher de dev ou qui peuvent pas se former. C'est plutôt pour les solopreneurs ou les toutes petites entreprises, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas pour les grands comptes. Typiquement, vraiment, on s'adresse aux gens qui ont besoin d'externaliser en gros tout ce qui est technique. Et donc, on a plusieurs formules pour ça. Et typiquement, effectivement, faut pas qu'on les noie sous les informations trop complexes. C'est ce que j'ai vu dans le tableau. Et aussi qu'on soit patient, etc. Et ça va avec nos natures aussi. Donc c'est très informatif. Je vais le réutiliser, je pense, pour voir aussi peut-être dans les cas où on a des rouges, ça arrive, comment on fait. Voilà. Complètement, parce que après le but c'est ça, c'est que même si vous avez des clients qui sont prédéfinis en termes de profil, s'il y en a d'autres qui veulent venir acheter, on les met pas à la porte là. Si les clients chiants, on les met à la porte, on les laisse à la concurrence, mais sinon les autres on les garde et on peut les satisfaire, mais c'est ça, c'est important d'avoir une idée claire de tiens, j'ai un bleu ou un rouge qui débarque, je vais peut-être pas lui dire ce que je dis d'habitude à mes clients, puis je vais plus adopter un discours qui va pouvoir lui parler. Et c'est là aussi où on comprend le terme et l'importance de ce qu'on appelle les technico-commerciaux. Être technico-commercial, c'est vraiment avoir une connaissance de son produit ou du service qui est très approfondie et on est capable d'aller piocher cette information pour pouvoir vendre, en fait. Parce qu'un bon technico-commercial, il va pas tout expliquer en long, en large et en travers. Il va écouter son client, il va lui poser des questions. Puis une fois qu'il a défini son profil, alors il va lui dire exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Pas plus. Il n'y a pas besoin. Et que ce tableau-là, en fait, ça va vraiment vous aider. Donc, c'est cool si ça vous paraît clair. C'est chouette. Oui, c'est très, très bien, justement, parce qu'on rentre aussi dans la phase où on a commencé à avoir de l'expérience, où on s'est viandé aussi, et on réalise quelles questions il faut poser en premier. Et du coup, avoir cet outil, ça va nous permettre d'avoir encore plus de précision dans ces questions-là, parce que c'est vrai que des fois, ça m'arrive encore, je suis pas préparée, et je me rends compte à la fin de l'appel,
mince, j'ai pas dit soit j'ai pas dit ça, soit j'en ai dit trop et à chaque fois je m'en mords les doigts. Donc du coup c'est vrai que comme je me disais justement qu'il fallait faire un tableau de questions, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. C'est bon. Bah de rien. Merci à toi, Caroline. Fait que c'est ça. Donc je vous invite vraiment à appliquer ça. Après, pour rebondir sur justement cette notion qu'il faut pas en dire trop, la règle d'or, c'est le silence. D'accord. Essayez de retenir que dans un processus commercial, c'est celui qui parle le moins qui maîtrise le processus. Fait que normalement, vous devez pas parler beaucoup. C'est pas à vous de prendre la parole, c'est pas à vous de donner tout plein d'explications ou de rentrer dans tout plein de détails. Je vous dirais que votre priorité, c'est de poser des questions. Et en fait, vos questions, faut les préparer à l'avance. Le but, c'est pas de poser des questions un peu comme ça vient et puis de demander à la personne si elle va bien, ce qu'elle recherche. Ça, c'est des questions un peu bateau qui peuvent faire partie de l'ensemble. Mais il faut que vous posiez des questions en fait qui sont ciblées et qui vous permettent de savoir et de valider avec la personne que c'est bien votre client. C'est-à-dire que souvent, ce que je propose, c'est prendre les services ou les produits que vous proposez, de voir tous les bénéfices que ça apporte et de construire vos questions en fonction de ces bénéfices pour savoir si ces bénéfices peuvent être intéressants pour votre client ou pas. Je reprends ton exemple, Caroline, où vous êtes en SAS, vous proposez un service d'externalisation de création de site web pour simplifier la vie de vos clients. Question typique, c'est déjà, question basique, c'est est-ce que vous avez déjà un site web? Est-ce que vous avez déjà une présence sur Internet? Donc ça, c'est question typique. Mais celles qui vont être beaucoup plus intéressantes pour le client, ça serait par exemple, est-ce qu'il vous arrive parfois de perdre du temps à devoir mettre à jour votre site Internet? Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas comprendre la technique? Est-ce que vous êtes parfois frustré de ne pas avoir les résultats que vous voulez en termes de positionnement sur Internet, la facilité d'utilisation de votre site par vos clients, vraiment des choses vraiment très spécifiques que à chaque fois que le client va dire oui, il est juste en train de confirmer qu'il a besoin de votre offre. C'est que, en fait, à la fin, quand vous allez faire votre proposition, le client, il a déjà dit oui. Donc, ça va être beaucoup plus facile de le vendre. Est-ce que ça vous paraît clair, cette notion de prendre vos bénéfices, les effets positifs de ce que vous avez à offrir, de construire vos questions de façon à ce que votre client puisse dire oui, sans que vous ayez besoin de lui dire on fait ça, on offre ça, on fait ça, on offre ça, etc., etc. C'est vraiment d'inverser le processus. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? Je suis pas sûr, je préfère vous demander. Pour moi, c'est clair et en même temps, je vois pas trop concrètement comment ça se concrétise en fait. Ok. Qu'est-ce que tu as à vendre, Camille? Moi, je vends des programmes d'accompagnement aux entrepreneurs. Et les bénéfices de ces programmes d'accompagnement, c'est quoi? C'est d'avoir un réseau, un accompagnement d'experts, accès à des événements, globalement accès à un local. Alors attends, accès à des événements, ils apportent quoi les événements? Les événements, une communauté, des informations sur des sujets précis, de l'intelligence collective, de l'inspiration. L'accès aux experts, ça fait quoi pour eux? Et c'est quoi le bénéfice? Le bénéfice, c'est d'avoir un suivi plus individualisé et avoir des conseils de personnes plus expérimentées. On va juste s'arrêter là. De répondre aux questions précises. Oui. C'est bon. Fait que tu m'as dit il y a avoir un réseau, accès à des événements qui apportent des infos pratiques précises, accès à un local et accès à des experts qui permettent d'avoir un suivi individualisé et des conseils adaptés. Ok. Donc si on prend ça, maintenant comment est-ce qu'on construit les questions? Les questions, on va les construire en partant de ça. Exemple, tu vas demander à ton client typique, est-ce que vous ressentez aujourd'hui de la difficulté à pouvoir vous construire un réseau et juste de pouvoir connecter avec les gens autour de vous? Si la personne elle te dit oui, bam, tu viens de valider, avoir un réseau, c'est exactement ce qu'il recherche.
Ensuite, est-ce que vous trouvez facile d'avoir accès à des événements qui répondent exactement à vos besoins pratiques dans la création de votre entreprise? Ah bah non, c'est pas facile. Bam, deuxième point validé. Ensuite, accès à un local. Est-ce que vous êtes déjà installé quelque part ou vous avez le sentiment que c'est difficile et surtout que c'est trop cher pour vous de prendre un local aujourd'hui? Bah ouais, je prends pas de local parce que ça va me coûter trop cher et que j'ai pas les moyens. Bam, troisième, validé. Accès aux experts, même chose. Est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous trouvez ça facile? Est-ce que vous avez des ressources d'experts à qui vous pouvez poser des questions si vous êtes un peu perdu dans le développement de vos affaires? Bah non, pas vraiment. Ma famille n'a jamais été entrepreneur, fait que je suis un peu tout seul. Hop, quatrième point validé. Fait qu'en fait, à la fin, comme tu as posé des questions qui sont ciblées sur les bénéfices que tu apportes, bah, tu sais, quand tu vas dire, bah, en fait, notre offre, voilà ce que ça fait. Ça t'offre accès à un réseau. Tu vas pouvoir connecter avec plein d'autres entrepreneurs. Tu vas avoir accès à des événements exclusifs qui vont te donner des outils pratiques pour pouvoir avancer dans ton projet entrepreneurial. Tu as accès à un local. Fait que tu peux venir travailler, tu peux ramener ton courrier ici, tu peux ramener tes clients, faire tes présentations. Puis tu as accès à des experts, donc des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, qui ont déjà de l'expérience et qui vont pouvoir te dire comment prendre des raccourcis pour réussir dans ton projet. Ils peuvent pas te dire non, là. C'est impossible qu'ils te disent non. Ok. Non, mais c'est clair comme ça. Carrément, ça marche. Merci. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est noter en fait tous les bénéfices que vous avez et construisez vos questions sur les bénéfices que ça va apporter. Parce que si vous êtes capable de rentrer dans le détail comme ça et de poser ces questions-là à vos clients, vous connaissez à l'avance votre pourcentage de chance que la personne vous dise oui à la fin. Vous le savez à l'avance. Parce que vous aurez tout cadré, tout barricadé. Vous ne serez pas parti dans des présentations dans tous les sens. Vous aurez juste dit ce dont la personne a besoin. Et bien sûr, vous posez pas des questions qui sont pas adaptées au profil. Si vous avez un profil rouge et que vous lui demandez si c'est facile pour lui ou si c'est confortable, il s'en fout. Par contre, demandez-lui s'il connaît les chiffres exacts de sa situation et s'il mesure l'impact d'un changement dans son entreprise ou dans ses résultats. Puis là, d'un seul coup, là, ça va lui parler. Puis là, ça va être intéressant. Fait que c'est vraiment d'articuler autour du disque et du son casse et de vos questions, de les préparer à l'avance. Parce qu'une fois que vous les avez là, vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui. Là. Vraiment. Ça devient super facile de vendre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Est-ce que ça vous paraît accessible à faire? Même si c'est un peu de travail, là, mais est-ce que ça vous paraît accessible? Yes. Ok. Super. Fait qu'on va continuer. Si vous êtes OK avec ça, on va maintenant, qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, les fameuses objections. Ah, les objections, on aime ça, les objections. Je vais vous repartager un petit truc vite fait pour le principe. Vous allez apprendre à aimer les objections, je vous le dis moi. Ok, objection. Client qui vous dit non. Voilà ce que vous devez retenir. Une objection égale j'ai besoin de précision, j'ai pas compris. D'accord, je recommence. Une objection égale j'ai besoin de précision, je n'ai pas compris. Une objection, c'est jamais non. Si votre client il a envie de vous dire non, il va vous dire non. Puis il va vous dire non, je suis pas intéressé. Non, ça m'intéresse pas. Ok, c'est pas votre client, vous laissez passer, vous passez à autre chose. Mais une objection, ça n'est jamais un non. C'est toujours une demande de précision. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un client donne une objection? Et ça peut être ah bah c'est trop cher, ah bah c'est compliqué, ah bah j'ai pas le temps, ah faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon mari, ah bah c'est pas le bon moment, ah c'est pas ceci, ah c'est pas cela. Tout ça c'est des objections. En fait, ce qu'il faut retenir au départ, en plus du fait que ça veut pas dire non, c'est que dans 99,9% des cas, l'objection qui va sortir n'est pas la véritable objection. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense qui fait sortir une excuse bidon à la personne parce qu'elle n'a pas compris. Donc, vous ne prenez jamais le parti de « je réponds à l'objection que la personne me donne ». Si vous faites ça, vous avez perdu. Prenez en compte l'objection
dites d'accord, que vous comprenez, et ensuite vous bouclez et vous refaites vos explications sur peut-être ce qui semblerait pour la personne ne pas avoir été assez clair. Si vous ne savez pas sur quoi partir, vous lui posez la question. Vous lui dites, d'accord, je comprends votre objection. Quelle est la partie que vous n'avez pas bien compris? C'est quoi l'élément qui vous paraissait pas assez clair? Puis la personne, elle va vous dire, bah, là-dessus, j'ai pas trop compris ce que ça peut faire pour moi. En fait, je vois pas pourquoi je prendrais votre service. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Et hop, vous rebouclez et vous redonnez les explications et vous réadaptez vos explications pour que la personne comprenne. Et objectivement, tant que vous n'êtes pas arrivé à minimum 5 objections, si vous devez aller jusque-là, parfois il y en aura juste une et puis vous allez vendre après. Mais si vous n'êtes pas arrivé au moins jusqu'à 5 objections, c'est que la vente, elle est encore possible. Fait que il faut vraiment recevoir l'objection comme le point d'interrogation de votre client qui vous dit j'ai pas compris. D'accord, vous n'avez pas compris ce que ça peut faire pour vous. Hop, je reboucle et je réexplique. Et c'est là aussi que c'est important de bien connaître votre produit, votre service et de bien connaître votre client parce qu'il va juste falloir redonner les informations qui sont adaptées pour votre client. Mais un client qui vous dit ah bah non j'ai pas le temps, lui dites pas bah écoutez est-ce qu'on peut trouver un moment dans votre agenda, vous avez probablement 1 heure, peut-être la semaine prochaine pour en parler. C'est pas une réponse que vous lui donnez. L'objection vous devez pas la traiter. C'est dire ah bah je comprends effectivement, c'est vrai que parfois on n'a pas beaucoup de temps et vous devez être fort occupé en ce moment. Mais est-ce que vous avez bien vu que ce produit ou ce service allait pouvoir vous apporter telle et telle chose? Est-ce que ça vous paraissait bien clair ça? Puis en fait, vous faites sortir la personne de son objection et vous la faites se reconnecter avec les bénéfices que vous allez lui offrir. Et puis là, bah, si c'est clair, c'est parfait. Puis si ressort une deuxième objection, qui est souvent différente de la première, bah, vous recommencez. Vous dites d'accord, je comprends. Et hop, vous repartez. Vous refaites des explications. Vous bouclez. Tant que vous n'avez pas fait 5 boucles, c'est que vous avez encore toutes les chances de pouvoir vendre. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? C'est la technique la plus simple que vous pourrez trouver de traitement des objections et c'est surtout celle qui fonctionne le mieux. Donc sentez-vous vraiment à l'aise avec les objections. C'est pas un problème une objection. C'est juste, j'ai pas compris. Mais votre client, il va pas vous dire j'ai pas compris. Il va juste vous dire non, j'ai pas le temps. Ah bah non, bah peut-être la prochaine fois. Non, c'est pas peut-être la prochaine fois. Là, si t'es vraiment mon client, tu vas dépenser ton argent chez moi parce que sinon tu vas le dépenser ailleurs. Fait que on va prendre le temps puis je vais te réexpliquer ce qu'il faut que je te réexplique pour que tu comprennes bien l'importance. Et vous pouvez faire ça avec la notion d'argent aussi, sans problème. Un client qui vous dit « Ah non, mais je trouve ça un peu cher ». En fait, votre client, il n'a pas compris ce que vous lui apportez. Donc, il vous parle d'argent. Vous dites « Ah bah effectivement, hein, on a un prix peut-être plus important que la moyenne, mais rappelez-vous, ça va vous apporter tout ça. Est-ce que ça, ce sont des points qui sont importants pour vous ?» Puis la personne, elle va dire oui ou non. Puis si elle vous dit non, bah dans ce cas-là, c'est que votre présentation est partie un peu de travers. Vous leur posez la question. D'accord, mais qu'est-ce que vous recherchez exactement en fait dans ce produit? Qu'est-ce qui dans un service comme celui que nous proposons vous intéresse vraiment? Et en fait, en faisant ça, non seulement vous allez pouvoir vendre plus facilement, mais surtout vous allez faire ce qu'on appelle de la vente éthique. Votre client, votre prospect qui deviendra client, va vraiment sentir que vous vous intéressez à lui ou à elle et que c'est pas juste pour vendre que vous faites la démarche. Que votre but c'est vraiment de faire en sorte que ce que vous allez apporter corresponde parfaitement à ce que votre client recherche. Donc ça, c'est vraiment important. Entraînez-vous. Il n'y a pas 36 solutions là. C'est entraînez-vous. Et vous pouvez vous entraîner avec vos amis ou votre famille. Hein. Vous proposez une sortie, puis on vous dit ah ouais, non, mais il va pleuvoir ce jour-là. Objection. Ils savent juste pas comment ça va se passer s'il pleut. Expliquez-leur comment ça va se passer, puis comment ça va être bien. Et vous allez voir que la pluie, ça sera plus un problème. Vous allez pouvoir emmener tout le monde avec vous. Mais entraînez-vous. Entraînez-vous à gérer ça. S'il y a des questions, allez-y. Je vous écoute. Oui, n'hésitez pas, c'est le moment parce qu'on arrive bientôt sur la fin. Donc c'est le moment pour les dernières questions.
Oui, moi j'ai une petite question. Ouais. Mais c'est plus, c'est moins les objections, mais Pas de dans problème. le cas où, par exemple, on envoie un devis qui reste sans réponse, ça, c'est typiquement le genre de situation où je sais pas quoi faire. Je sais pas vraiment comment relancer, ni justement, je sais pas pour quelle raison ils ont pas répondu. Et du coup, typiquement, effectivement, dans les rares cas où c'était parce qu'il y avait un problème, c'était une question de temps ou d'argent. Mais sinon, je sais pas trop comment relancer dans ces cas-là. Comment gérer. Alors, je te dirais que si t'as pas assez de retours sur tes devis, c'est parce que t'as pas assez closé avant le devis. D'accord. C'est-à-dire que le devis doit servir vraiment à valider ce qui a été mis. C'est dans l'accord avec la personne que tu as pu voir en face ou que tu as eu au téléphone. C'est comme un moyen de valider. Donc déjà, je sais pas si sur tes devis, tu mets une date limite, par exemple, balade pour 10 jours, 15 jours. Fait que déjà, ça, faut le mettre, c'est important. Et faut vraiment que le devis arrive une fois que la prise de décision, elle a été prise. D'accord. Le devis doit pas servir seulement à se dire ah bah tiens, je réfléchis, je vais voir, je vais comparer. Non, le devis, tu l'envoies parce que la personne, elle est sûre et puis qu'elle a envie de signer. C'est un équivalent de signer un contrat, si tu veux. Ouais. Si la personne ne te répond pas, dans ce cas-là, bah, c'est à toi de la relancer. Ouais. Et tu la relances. Alors, en général, ce que je donne, c'est 3, 5, 7 et 14 jours. Tu relances sur 3, 5, 7, 14 jours. Donc, 3 jours après, tu relances, tu demandes, est-ce que vous l'avez bien reçu? Sinon, vérifiez dans vos spams, ça arrive de temps en temps. Est-ce que vous avez des questions dessus? Je suis à votre disposition. La personne te répond pas, peu importe. Tu relances au 5e jour, 2 jours plus tard. Ensuite, tu relances au 7e et ensuite, tu relances une semaine après. D'accord. Oui, non, et si vraiment ça répond pas du tout, là, bah, dans ce cas-là, tu renvoies juste un message à la personne en disant bah voilà que tu restes disponible, que malheureusement le devis ne sera plus valide et que ça nécessitera de refaire une évaluation de la situation la prochaine fois. D'accord. Ok. Bah ouais, c'est parce que nous, nos devis, on met 1 mois de validité, mais effectivement, peut-être aussi on devrait jouer sur ça, on devrait baisser ce temps-là en fait, pour qu'on ait plus de marge de manœuvre et qu'il se réveille pas au bout du 29e jour en me disant ah si, en fait si. Donc effectivement, ouais. Ouais, de diminuer un petit peu, et je te dirais même que de manière générale, plus c'est long et moins c'est bon. Ouais. Autant dans d'autres domaines, why not, mais dans la vente, c'est pas bon. Plus ça prend de temps, plus c'est pas bon. Fait que de réduire en fait le temps de réflexion et le temps de prise de décision, parce qu'en un mois là, ton client il a le temps de voir plein d'autres offres, de se faire alpaguer par plein d'autres professionnels, et puis de se faire retourner le cerveau par plein d'autres vendeurs qui auront probablement moins d'éthique que toi. Fait que faut faire signer le plus rapidement possible. C'est voilà, on les pousse pas non plus, mais faut faciliter le processus de façon à ce que la personne puisse prendre sa décision et signer le plus vite possible. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, j'avais pas pensé à cette date des 1 mois. En fait, je vais tout de suite la changer de ce pas. Ça marche. Et puis, à la rigueur, de voir comment ça évolue. Ouais. Mais normalement, tu fais un devis là, à part si la personne elle te dit bah c'est pour dans 3 mois. Et dans ce cas-là, bah pas de problème, mais on signe aujourd'hui, comme ça on réserve l'agenda pour dans 3 mois pour s'occuper de vous. Mais elle n'a pas besoin d'un mois pour réfléchir. Oui, bah c'est vrai qu'en général, nous, on conclut dans les 24 heures de l'envoi du devis. Donc, c'est vrai qu'1 mois, c'est trop. Enfin, effectivement. Ouais, ça fait un peu long. Ouais, parce que c'est très rare qu'on n'ait pas de réponse au devis, mais du coup, dans les cas où ça arrive, je suis un peu désarçonnée. Et parce que j'en ai beaucoup discuté avec eux avant, et effectivement, il manque plus que la signature. Donc, je vais faire ça du coup. Merci beaucoup. À la rigueur, ce que tu peux essayer de faire, c'est soit de garder la personne au téléphone, si c'est un échange téléphonique, et de dire bah voilà, je viens de vous envoyer le devis, est-ce que vous pouvez vérifier si vous l'avez bien reçu? Tu gardes la personne au téléphone. Tu lui demandes de lire le devis. Alors, faut juste assurer que c'est la personne décisionnaire. C'est pas la décisionnaire, ça va être un peu compliqué. Mais si c'est la personne décisionnaire, tu lui demandes d'ouvrir le devis sur son mail, tu le relis avec lui,
Ouais. Pour lui dire, voilà, est-ce que tout ça, ça vous paraît clair? Donc ça correspond à tel service, ça c'est pour telle chose que vous m'avez demandé, Voilà le prix final, est-ce que ça vous paraît correct? D'accord. Et puis si la personne te dit oui, bah, tu lui dis simplement, ok, bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est un PDF qui se signe directement en ligne. Donc vous pouvez le signer maintenant, me le renvoyer, et on définit ensemble la date de départ de votre offre. D'accord. Comme ça, tu fais tout dans la foulée. Ouais. Ouais, C'est l'idéal. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Ouais, effectivement, jusque-là, en fait, on fait plutôt par accord par mail. En fait, on leur demande pas forcément de le signer, mais juste qu'ils nous répondent par mail que c'est OK pour eux. Et du coup, en général, c'est validé par le versement d'un acompte. Donc, du coup, on fait tout ça. En général, ça se passe en 24 heures. Mais effectivement, je pense qu'il y a certains clients avec qui il faut jouer autrement. Et donc, c'est vrai que c'est très éclairant. Je pense que je vais changer un peu certaines choses selon. Après d'essayer, hein. Il n'y a pas de. Bah, oui, de toute façon, faut jusque-là, les choses se passent toujours un peu de la même manière, mais forcément, comme on a de plus en plus de clients, on rencontre de nouvelles typologies de personnes et du coup, bah, il y a les verts, il y a les jaunes, il y a les bleus, tout ça. Donc du coup, c'est pas forcément les mêmes parcours aussi. Là, on s'en rend compte de plus en plus, ouais. Mais c'est ça, de réduire le temps de réflexion, vraiment. Super. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, bien qu'on pourrait passer la nuit, hein, c'est intéressant, mais toute bonne chose à la fin. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez entrer en contact avec Julien ou moi, je vous mets mon mail dans le chat. Vous n'hésitez pas à me contacter. Puis moi, je pourrais transmettre éventuellement à Julien si c'est plutôt à lui que vous voulez parler. Je vous transmettrai aussi les outils que tu nous as partagés, Julien, le disque. Je te laisserai me les envoyer par la suite et je vous transmets tout ça à tous. En tout cas, un immense merci, Julien, pour l'intervention et tous tes conseils super riches. Et merci à tous les participants aussi. On se retrouve mardi prochain pour la petite soirée coaching de la Why Not Factory. C'est le mardi 16. Le jeudi 18 aussi, on organise en ce moment des Why Not Live. Je fais la petite promo sur la fin, qui sont organisées par JF, qui est avec nous ce soir aussi. Et le mardi 23 juin, c'est notre prochain Why Not Talk qui aura cette fois-ci. Je pense que ce sera toujours en format webinar, mais ce sera cette fois-ci sur les financements de l'entrepreneur. Donc voilà. Donc encore merci Julien, merci à tout le monde et puis bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci. Bye tout le monde. Bye. Bye.